bizarre, un peu gênant en fait, on est un peu dans le même écosystème, on le sait pas trop. Eux étaient clients de ma précédente boîte que je venais de lâcher. Il y avait un truc, on faisait la même chose. Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant, publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques qui se posent lorsqu'on se lance ou même au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de la fiscalité, etc. et de tous ces sujets. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, donc c'est lilianalvarez.com/formation. Mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, j'ai limité le nombre de places au sein de la formation, donc voilà. N'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de votre projet. Moment pub terminé, on retourne au podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Arnaud Aubry, CTO de Comet. Comet, c'est une société de mise en relation entre des entreprises et des freelances dans le domaine de la tech ou de la data. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben, pas mal. En cette période de confinement, ça va. Ouais. Du coup, tu anticipes un petit peu ma première question, qui est comment est-ce que vous gérez la situation chez Comet aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je pense qu'on se débrouille, en fait, comme beaucoup d'entreprises de notre taille. Alors, nous, on avait quand même une chance avant le confinement, c'est qu'on était déjà très remote. Donc, on a une team, on a une équipe technique, et pas que d'ailleurs, qui est à plus de 60% en remote. Donc, en fait, le travail à distance, ça ne nous a pas vraiment impacté là-dessus. Après, je dirais que pour nous, le plus inquiétant, c'est pas tant la crise sanitaire qui est actuelle, c'est plutôt la crise économique qui se profile. Et je pense que comme beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises de notre taille, on flippe un peu de voir ce qui va se passer, quel est l'impact en fait de cette crise sanitaire sur la société, sur l'économie. Et nous, on est en première ligne en tant que petite boîte, quoi. Et ce qui nous importe, c'est de sauver en fait nos salariés, notre business. Et pour ça, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'inconnus, si je puis dire. Après, sinon, le confinement, c'est pas forcément un problème. Nous, on avait l'habitude. En fait, on a des développeurs qui s'étendent de Bruxelles jusqu'à Ajaccio, en passant par Marseille, Lyon, Paris. Donc, si tu veux, la team de Comet, c'est pas forcément juste des bureaux dans Paris. En fait, c'est vraiment déjà des gens dans toute la France, quoi. Donc, voilà. C'est pas un gros problème pour nous, quoi. D'accord. Vous avez noté des ralentissements au niveau des recrutements des entreprises de votre côté ? Alors nous, comme je te disais, par rapport à la crise économique, on a un peu arrêté complètement les recrutements en interne. Et j'imagine que ta question porte aussi surtout sur le business de Comet, c'est-à-dire de mettre en place des freelances auprès de grands comptes. Pour l'instant, disons que ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont plus frileux que d'autres. Je pense qu'il y a des clients qui ont des gros problématiques de gestion humaine et qui, dans ces crises-là, n'ont pas forcément envie de se rajouter des problématiques avec des freelances, on va dire. Après, de manière assez surprenante, et je pense qu'en fait, finalement, c'est pas si surprenant, mais il y a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises du CAC 40, qui peuvent pas se passer des indépendants. Donc, en gros, crise ou pas crise, il faut qu'elles continuent leur activité. Je dirais qu'ils réaxent en fait peut-être certains projets. Chaque entreprise le vit différemment. Et nous, en effet, ça a eu un impact sur notre business. Après, je dirais pas forcément un ralentissement. Je dirais plutôt une inquiétude. C'est encore un peu tôt pour définir quel va être l'impact de cette inquiétude. Mais pour l'instant, on survit bien, quoi. Pour l'instant, on continue nos opérations et nous, on chôme pas, on chôme pas. On dit souvent que c'est dans les moments difficiles que les équipes soit explosent, soit ont tendance à se renforcer et à s'unir. Ouais. Est-ce que dans ces moments de crise, il y a des qualités que tu admires particulièrement chez tes cofondateurs ?
Ah ouais, chez mes cofondateurs, on a de la résilience énormément, en effet, mais pas que en fait, hein, je dirais pas forcément que les cofondateurs. Moi, je trouve que tout le monde dans l'équipe m'a surpris. Non pas que j'avais l'impression de bosser avec n'importe qui, mais je veux dire, c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment dans les moments de crise qu'on aperçoit en fait les vraies qualités. Et souvent, quand tu construis une entreprise, la culture, c'est vraiment important. C'est vraiment un sujet que je pense beaucoup d'entrepreneurs laissent de côté. Nous, à Comet, notre sujet de fond, c'est finalement un peu le futur du travail, c'est toutes ces choses-là. Donc, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a pris, qu'on a pris à bras le corps dès le premier jour. On a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé notre culture. Et tu n'as jamais vraiment de feedback dans un monde normal. Tu n'as jamais vraiment de feedback sur ce que tu fais, est-ce que c'est bien, est-ce que ta culture, elle a du sens, est-ce qu'elle tient ou pas. Et l'avantage d'une crise, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est le moment où tu vois en fait si les gens sont commit, quoi, s'ils ont envie de rester à bord du bateau, de se battre avec toi. Et nous, moi, que ce soit cofondateur, associé ou employé, j'ai trouvé que tout le monde avait ça renforce vraiment la volonté guerrière même de la plupart des gens qui ont envie de se donner 2 fois plus pour réussir, quoi, malgré la crise, en fait. Donc, tu as vu des gens travailler plus dur et s'impliquer encore plus grandement dans l'entreprise, dans Comet? Ouais, c'est un peu compliqué parce que effectivement, d'abord on a des gens qui sont en chômage partiel, donc c'est des gens qui doivent respecter le chômage partiel parce que légalement on veut surtout pas abuser de la situation. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort, donc il faut absolument pas rigoler avec les règles du chômage partiel. Donc nous, on a passé un message très clair à nos employés qui étaient en chômage partiel, notamment à la force commerciale, qui forcément est ralentie par cette période, puisque comme tu sais forcément les grands groupes, nos clients, bah, ils ont autre chose à faire que d'aller consommer, on va dire, tu vois, à court terme de la ressource. Il faut qu'ils gèrent leur crise. Et c'est pas une priorité pour tous les managers d'aller recruter de la main-d'œuvre supplémentaire en indépendant ou même en interne, quoi. Donc, du coup, on a des périodes de chômage partiel avec nos salariés qui sont sur la partie commerciale. Eux sont priés de respecter le chômage partiel. Après, pour le reste, au niveau de la partie R&D, de la partie tech, data, etc., en interne, on a aussi des périodes qui sont soit adaptées par rapport aux gens qui ont des enfants, soit adaptées par rapport au chômage partiel. Mais en fait, il y a vraiment il y a vraiment une énergie considérable pour. On parle souvent d'agilité dans les entreprises, dans la gestion de projet. Et là, c'est le moment où tu vois ce que ça veut dire vraiment l'agilité, d'être capable de renverser une roadmap, de se concentrer sur des sujets que tu n'avais pas du tout lancés avant et de retourner une équipe. Nous, on a une équipe tech data d'une vingtaine de personnes à Comet avec le produit, de retourner, tu vois, 20 personnes qui étaient lancées dans un sujet et en quelques jours à peine, de te réorienter. C'est là où tu vois la détermination des gens, l'agilité des process et ouais, je pense que le côté crise donne un côté guerrier à tout ça parce que nous, les petites boîtes, et je pense pas que ce soit propre à Comet, je pense que c'est propre pour toutes les petites structures. En fait, nous, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Donc, c'est pas du confort, hein. On se bat pour notre survie, quoi. Quand j'ai regardé ton profil, j'ai vu qu'avant tu étais freelance iOS, Ouais. ce que je trouve plutôt cool étant donné que je suis aussi freelance iOS. Et j'aurais une petite question un petit peu personnelle, si je puis dire. Durant cette transition que tu as fait entre freelance iOS et CTO de Comet, est-ce que tu as vu que certaines compétences que tu avais pu acquérir lorsque tu étais freelance t'ont resservi lorsque tu es devenu CTO? Et est-ce que tu as vu aussi certaines lacunes que tu as dû surmonter? Ouais, c'est assez intéressant. En effet, j'ai une grosse partie de ma carrière qui était sur du mobile, notamment iOS, et ça a créé des choses en effet positives et négatives. Dans la partie positive, moi, ce qui m'a pas mal servi, c'est que je trouve que souvent, enfin moi j'ai connu en tout cas les versions d'iOS, je crois que j'ai commencé à coder sur la version de 2 ou 3 d'iOS, donc c'était vraiment au tout début. Ah oui, t'es un Et à ancien, ouais. l'époque, je suis un ancien Objective-C et tout. J'ai connu les déboires. J'ai vu la naissance de Swift. J'ai vu pas mal de trucs arriver. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que à l'époque, quand on faisait du mobile, et encore, je dis à l'époque, mais c'était même pas SymbianOS et tout. Avant nous, il y avait beaucoup il y avait encore plus de problèmes, quoi. Mais en tout cas, la naissance d'iOS, c'était vraiment la naissance de la 3G, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, il y avait des contextes
à la fois de ressources et à la fois de réseaux qui étaient dégradés au possible. Donc moi, j'ai appris j'ai pas mal évolué dans un environnement où les ressources, elles avaient de la valeur, beaucoup de valeur. Aujourd'hui, quand tu codes, tu te rends compte que quelque part, j'ai un de mes devs de mon équipe qui m'avait sorti cette phrase qui était très drôle, qui m'avait dit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont été sur la Lune avec la puissance de calcul de ta clé de voiture. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, on va coder des sites, on va coder des produits, on se rend pas compte de l'énergie considérable qu'on a, la ressource considérable qu'on a sur des Amazon, sur des services cloud comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de devs qui pourraient repasser sur leur perf et sur leur process pour optimiser en fait tout ça. Je pense que moi, en tant qu'ancien dev iOS qui a connu les heures du début du réseau 3G et tout, on avait beaucoup plus de. Aujourd'hui, on a une gestion des ressources qui est un peu démesurée, quoi. C'est économique, écologique et idéalistique, si tu veux, mais pour moi, c'est important dans les trois domaines, quoi. Après, ce qui m'a desservi, c'est justement cette méconnaissance, entre guillemets, un peu du back-end. Alors, je suis pas passé directement de développeur iOS à CTO de Comet. Entre-temps, j'ai fait plusieurs business, j'ai monté pas mal de petits trucs, ça a souvent été des échecs, mais j'ai pas mal baroudé, on va dire, avant. Donc, en gros, la vision back-end comme elle existe sur le web, je pense que j'ai plus d'expérience que certains dans des parties un peu mobiles, contexte, voilà, ressources difficiles, limitées. Mais par contre, la construction d'un back-end complexe web en utilisant les technos de Amazon, je l'ai apprise tardivement en fait. Toute la partie vraiment structure, infra, DevOps en fait, DevOps SRE et toutes ces parties-là, je les ai apprises un peu plus tardivement, quoi. Ok, donc tu as vraiment dû progresser sur la partie back-end et autant la partie mobile, la partie front, si je puis dire, quelque part. Tu étais au niveau, si je puis dire, et ces compétences de perf, étant donné que tu as commencé vraiment au début, ça a pu te servir dans les performances de votre site et de votre application aussi? C'est pas tant dans les performances du site, mais c'est plus dans la conception de l'architecture, tu vois. Je vois même des devs assez seniors, parfois côté back-end, qui ont une tendance à consommer de la ressource pour consommer de la ressource. Je pense que quand tu as vécu des environnements qui sont un peu plus tendus en termes de ressources, tu essayes de vraiment optimiser ton code, tu essayes de vraiment avoir une consommation de ressources minimale. Et je trouve qu'en 2020, par exemple, c'est quelque chose qui manque un peu à l'industrie, où avec le développement des plateformes, du cloud, tu vois, du computing sur Amazon, si tu as une carte bleue un peu grosse, c'est vraiment pas un problème. Il suffit de cliquer et tu as des machines démesurées. Tu n'as même plus vraiment besoin de te poser la question de l'architecture de ton code, en fait. Et surtout quand tu es dans une petite aventure au début, en fait, je trouve que idéologiquement, c'est bien d'avoir toujours un bon regard sur la consommation des ressources et ce genre de choses. Je dis ça parce que dans les boîtes qui lèvent de l'argent, tu as souvent une espèce de hangover de la levée, tu vois, c'est que tu commences ta boîte, tu n'as pas d'argent parce que c'est ta propre carte bleue personnelle, donc là tu fais vraiment super gaffe quand tu cliques sur les boutons d'Amazon. Ensuite, tu lèves des fonds, donc souvent tu te retrouves avec vraiment un budget par rapport au mois d'avant qui est démesuré, et tu peux devenir assez vite assez con en fait sur ces domaines-là. Du coup, d'avoir une conception des ressources qui est plus limitée, plus réaliste, je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui nous a peut-être empêché de vivre pleinement cette espèce de hangover de la levée, tu sais, c'est cette gueule de bois de la levée où en fait d'un coup tu as de l'argent et tu as envie de le dépenser et tu t'en fiches un peu, quoi. Voilà. Ok. Donc vous avez été conservateur sur l'aspect dépenses techniques, si je puis dire, en tout cas des ressources. Ouais, on fait très attention. Moi, je passe ma vie à regarder. C'est pas que je sois un radin, mais pour moi, c'est très important. Je parlais d'écologie, on en parle rarement, mais en général, c'est un des seuls domaines. Enfin, c'est pas que le seul, c'est pas le seul, en fait, c'est faux, mais c'est un domaine où l'écologie et l'économie sont assez liées. C'est pas plus mal de se dire qu'on consomme pas de la ressource pour consommer de la ressource, qu'en plus on garde de l'argent. Et puis en plus, ça crée un challenge technique qui est intellectuellement trop cool, quoi. Tu te dis comment faire plus avec moins, et je pense qu'en fait, c'est un peu la base de la débrouillardise des petites boîtes, c'est ça, quoi. Faire plus avec moins, quoi.
Donc, tu disais que tu étais freelance, tu as fait plusieurs projets. Et ensuite, comment tu as été amené à travailler sur Comet? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet? Ouais, c'est une histoire rigolote. Enfin, moi, je la trouve rigolote. En fait, c'est pas vraiment si simple que ça. Moi, à la base, l'avant-dernière boîte que j'avais, donc la boîte avant Comet, c'était une boîte qui faisait de la gestion de noms de domaine. J'avais créé un truc qui s'appelle Nuage, qui en gros permettait d'être un agrégateur de noms de domaine, parce qu'avec mon associé de l'époque, on avait beaucoup de noms de domaine et sur plein de registrars différents, et donc on avait fait une espèce d'API centrale qui nous permettait de tous les gérer depuis, qui traduisait en fait toutes les API des registrars et qui permettait d'avoir une interface de gestion. De fil en aiguille, on en a fait un produit. Et puis lui était designer, moi développeur. Du coup, on s'est beaucoup amusé à faire un produit qui était cool. Quand on a eu un peu de succès, on va dire, dans l'écosystème, on était rentré chez The Family, cet environnement-là. Puis on y croyait beaucoup. Et au final, au bout d'un an et demi d'aventure, un an et demi, ça n'a pas eu le succès qu'on voulait d'un point de vue business. Donc on a passé la main et puis on est resté un peu dans l'écosystème The Family. Moi, du coup, comme beaucoup de développeurs qui ont envie de monter des projets, des boîtes, quand tu sais pas trop quoi faire, bah, tu redeviens un peu freelance parce que c'est ce qui garantit un peu des revenus et tu restes dans ton métier, quoi. Donc j'étais redevenu freelance. Puis en fait, il y avait pas mal de trucs qui me dérangeaient dans la vie des freelances. Donc je me suis dit, en fait, peut-être que ça m'intéresserait plus de patcher mes problèmes de freelance que d'être freelance. Et c'est comme ça que j'ai créé un petit projet tout seul, on va dire, dans ma cuisine à l'époque, parce que j'avais plus mes bureaux. Enfin bref, je te passe les détails, mais j'ai créé un petit projet où je me suis dit, je vais appeler tous mes potes qui sont un peu indépendants et tout. On va faire une communauté et on va essayer moi, je vais essayer de les observer, de leur trouver des missions, d'être un peu leur agent, on va dire, mais surtout de me servir du groupe et de la force de cette petite communauté que j'étais en train de créer pour aller patcher des problèmes beaucoup plus grands que nous, en fait, sur bah, comment tu sécurises les revenus de chacun. Donc, j'ai exploré pas mal de choses. Et j'avais créé ce petit projet qui à l'époque s'appelait Brick, Breek, très rigolo. Et voilà. Et j'ai commencé comme ça. Puis en fait, j'avais fait quelques petits scripts qui allaient parser un peu LinkedIn, qui allaient essayer de choper des adresses mail, qui envoyaient des mails. Et je me présentais à des CTO, à des responsables d'achat, à plein de types de profils différents, comme un membre de la communauté qui cherche du travail pour la communauté et cherche des projets. Et en fait, indirectement, j'ai pingé un des associés de Comet, un investisseur très early, quoi, comme on dit, qui a transmis le mail à Charles, le CEO de Comet. Et en fait, quand on s'est rencontrés, Comet avait déjà quelques mois d'existence. La boîte était déjà lancée. Il y avait déjà quelques salariés. Ils avaient déjà démarré. En fait, il y avait Joseph, Valentin et Charles qui avaient déjà commencé leur aventure. Et on s'est rencontrés au début comme des concurrents, en fait. Donc, D'accord. j'étais assez embêté parce que moi, si tu veux, je venais de commencer. J'avais à peine 10 personnes dans ma communauté et je découvre qu'en fait, il y a des mecs qui ont déjà des salariés, qui ont eu des premiers contrats. Enfin, tu vois, c'était hyper stressant. Et donc, bah, Charles me ping, le CEO me ping et me dit est-ce qu'il faut qu'on se rencontre parce qu'apparemment, tu bosses dans le milieu et comme il savait que j'étais dans l'écosystème un peu The Family, puisque Nuage, ma boîte était The Family, Comet à l'époque était client de Nuage, en fait, je ne le savais pas. Et donc, en fait, on s'est rencontrés dans ce contexte un peu bizarre, un peu gênant en fait, on est un peu dans le même écosystème, on ne le sait pas trop. Eux étaient clients de ma précédente boîte que je venais de lâcher. Il y avait un truc, on faisait la même chose. Et on s'est rencontrés un peu en se disant, bon, il faut le faire parce qu'il faut qu'on sache un peu ce qui se passe sur le marché. Et au final, bah, on a kiffé, on a passé un super moment. Et on devait se voir une demi-heure, on est resté 2 heures. On a échangé sur la vision, sur tout ça. Puis en fait, très vite, on a compris que eux n'avaient pas, ils avaient la même vision en fait que moi, mais ils n'avaient pas de compétences techniques dans le board des fondateurs, on va dire. Et donc du coup, bah, comme c'était le début de l'aventure, eux avaient démarré un peu plus tôt. Très vite, on s'est dit, ça sert à rien d'être concurrent alors qu'on pourrait s'associer et faire un truc de ouf. Et en effet, on s'est associés. Après, on a fait diverses levées de fonds. Puis c'est devenu Comet d'aujourd'hui, quoi. Donc moi, je trouve qu'on a bien fait, mais voilà, c'est une histoire un peu marrante. Donc vous étiez concurrent à la base et Nuage, du coup, c'était une société qui vendait des noms de domaine. Comment ça se passait? Ouais, c'est ça. En fait, on avait un business qui était assez troublant, on va dire. En gros, notre objectif, c'était d'offrir
une seule interface pour la gestion des noms de domaine. Donc, en gros, on faisait de l'import de domaines dans la plateforme, c'est-à-dire que tu te connectais avec tes credentials, un peu à ma manière d'un banking, tu sais, si tu as connu cette appli qui connecte des comptes bancaires. Donc, on utilisait les API officielles de différents registrars pour avoir une interface hyper claire, hyper simple de gestion de noms de domaine. On vendait des noms de domaine. En fait, on était sous-traitant, on n'était pas sous-traitant, on était partenaire avec Gandhi et on vendait des noms de domaine de Gandhi. Et voilà, et on faisait ce petit outil de gestion. Et donc, en gros, l'idée, c'est que tu importais tes noms de domaine. Donc, en fait, tu nous partageais tes credentials, tu vois, d'API, OVH ou Gandhi. Et au moment du renouvellement, on essayait de te trouver les meilleures opportunités pour que tu puisses les renouveler, mais chez nous, en fait. Du coup, tu faisais un transfert sur Gandhi, enfin, tu vois. Donc, c'était ça l'idée un peu business du truc. Mais en fait, en pratique, c'était pas si juteux que ça. C'était très compliqué parce qu'on se prenait toute la main-d'œuvre, tout le support, en fait, si tu veux, tu vois, des noms de domaine qu'on vendait. C'était colossal. Et donc, en fait, on avait besoin plutôt d'être encadré par une boîte qui connaît bien le métier du DNS, qui a des infrastructures, qui peut gérer son support. Enfin, tu vois, un peu plus que ce qu'on faisait à l'époque. Puis on n'avait pas cette ambition-là. On voulait vraiment rester sur le software. On voulait pas faire d'infra. Et donc voilà, on a lâché ça. On a relâché ça, quoi. Ça fait plus de 3 ans et demi, du coup, maintenant que vous avez créé Comet. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée jusqu'à présent? Eh ben, la plus grosse difficulté, elle est toujours vivante aujourd'hui, c'est le matching, en fait. Parce que Comet, à la différence d'autres plateformes de freelance, Comet, en fait, c'est une boîte qui a pris un parti, c'était pas être un catalogue ouvert, comme on peut le voir ailleurs, mais d'avoir une sélection. Ça soulage un peu nos clients, parce qu'on leur envoie des profils qui ont été présélectionnés et qualifiés. Et puis les freelances, pareil, ça évite une mise en concurrence que nous, on trouve un peu malsaine, qui serait de dire, voilà, si tu ouvres un catalogue, en fait, les clients, ils vont prendre forcément. Enfin, tu vois, la notion de prix, elle a de l'importance dans le choix du client, alors que il vaut mieux partir d'un budget et dire, OK, dans ce budget, voilà tout ce qu'on peut trouver. C'est notre vision, en fait. Mais du coup, ça, dans la vision de Comet, dans la manière de faire de Comet, ça nécessite une sélection, ça nécessite du matching. Et là, tu rentres dans un sujet qui est, je pense, très complexe, qu'on a largement sous-estimé au début, surtout d'un point de vue data. En fait, faire des prédictions de matching, c'est assez compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu le problème. On a commencé par un matching qui était fait à la main par des humains. On a fait des requêtes SQL un peu complexes. Ensuite, on a développé des scripts custom qui permettaient d'adoucir en fait ces requêtes SQL, d'avoir une sorte de calcul un peu, tu vois, une algorithmie un peu custom. Finalement, on a rebondi sur des clusters Elasticsearch. Là, on entame des questions de revisualisation de la data en graphe avec des technos comme Neo4j, basés sur Elasticsearch. Enfin, et on n'a pas fini, quoi. On n'a pas fini. C'est un très gros sujet qui nous prend. Ça fait 3 ans en fait qu'on bosse dessus. C'est assez complexe, quoi. Ok, alors c'est super intéressant. Du coup, j'ai plusieurs questions. Est-ce que le machine learning, dans ce contexte-là, si vous y avez peut-être plus de jeux de données, de dire ok, finalement, c'est ce profil-là qui a été choisi, et d'avoir un algorithme qui apprend en fonction de tel client, on a ce matching-là qui a été fait, et du coup, peut-être arriver à développer quelque chose de ce côté-là, ce serait envisageable? Ouais, tu as dit une partie de la réponse. Bien sûr, on a travaillé là-dessus, mais on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le bon matching, en fait, il faut bien comprendre le contexte, c'est pas que du hard skills. C'est-à-dire que les hard skills, tu sais, c'est tes compétences techniques. Par exemple, est-ce que tu sais coder en Swift? Si tu es bon en Swift, tu sais faire du Swift, tu vois. Tu en as fait combien de temps, etc. On peut te faire un test, on peut tester. Encore que ça, c'est un autre débat, mais tester un développeur, c'est assez compliqué au final. En gros, pour répondre à ta question, le match qui va marcher, c'est un match qui est basé sur l'union des hard skills et des soft skills. Et les soft skills, c'est plutôt tes compétences humaines. Est-ce que tu es leader? Est-ce que tu es plutôt bon dans la communication humaine? Ou alors, au contraire, est-ce que tu vas être une machine qui pose pas de problème, qui fait tout ce qu'on lui dit? Est-ce que tu as une capacité de leadership? Ou est-ce que tu as une capacité, tu vois, un peu critique sur le produit, sur les specs, entrepreneur ou pas? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des compétences. Et finalement, on n'est qu'au début, si tu veux, de l'histoire. Dans la vie de Comet, nous, notre ambition, c'est d'être bon sur les hard skills, sur les soft skills, parce que c'est ce qui nous permettra de prédire un match de qualité.
Et donc, en fait, si tu regardes l'aspect purement technique, en fait, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Donc, nous, on a testé un peu des solutions de machine learning. Tu as donné une partie de la réponse, c'est qu'en fait, on a assez peu de data. Donc, tu vois, on n'est pas... le machine learning, c'est pas mal quand tu es une banque, par exemple, où tu as énormément de flux de données qui passent. Donc, en fait, tu peux observer vraiment une quantité colossale de data. Nous, on n'est pas du tout dans cet environnement-là. Donc, tu as une première solution face à ça, c'est d'en générer un peu plus. Donc, tu vas trouver des mécaniques, en fait, si tu veux, produits qui vont permettre de générer plus de data. Récemment, tu vois, on a ouvert les missions côté freelance, ce qu'on appelle le frigo en interne, parce que c'est un peu l'image de tu rentres chez toi, tu ouvres le frigo pour savoir ce que tu as à manger, quoi. Donc, on a ouvert les missions côté freelance, côté dans la plateforme. Le but de ça, c'était de répondre à des problématiques de visibilité des missions pour les freelances, mais c'était aussi de nous permettre d'aller générer de la data sur l'exploration en fait de ces missions, parce que les freelances du coup vont s'en servir, ils vont générer de la data sur la plateforme et on va regarder comment ils explorent leurs missions. Ça nous donne en fait, si tu veux, un peu plus d'informations que ce qu'on avait au préalable. Mais après, quand bien même, on reste loin des jeux de données pour faire du machine learning. Donc, en fait, il va falloir trouver d'autres techniques. Le machine learning supervisé par des humains, c'est aussi une bonne chose, mais il faut que tu sois sûr de ton feedback parce que, en fait, l'humain, il va inculquer, en fait, si tu veux, un feedback positif ou négatif sur des prédictions que tu peux faire. Si l'humain est biaisé ou ce genre de choses, tu vois, tu vas biaiser aussi ton set de résultats. Donc ça, c'est compliqué aussi. Et on sait que l'humain est biaisé. C'est pas une question, en fait. Je parle pas encore des biais racisme, tous ces trucs. Hein. Je parle même de, je sais pas, tu vas trouver un profil de féminin qui va être peut-être un peu plus enclin à sélectionner des femmes, surtout dans un contexte très masculin comme le dev ou la data. En fait, tu vois, tout ça, c'est des petites choses que tu ne peux pas voir, que tu peux difficilement percevoir et qui sont assez complexes finalement avec nos quantités de données. Du coup, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand il y a un client qui vient vous voir et qui dit j'ai tel budget, comment est-ce que vous faites le matching par rapport au prix d'un freelance? Parce que tu peux avoir un freelance qui est, malgré qu'il soit junior même peut-être, en termes d'expérience, soit peut-être très compétent et arrive à réaliser la mission dans les limites du budget, malgré un TGM peut-être plus élevé que les autres. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer tout ça? Alors ça, c'est aussi une bonne chose. Je vais peut-être même profiter de ça pour en parler un peu avec les freelances qui pourraient nous écouter. Le budget, finalement, c'est pas un critère de première zone. Comme tu viens de le dire, on assiste surtout à des choses qui sont très étonnantes. Parfois, tu as même des freelances qui sont très seniors, qui vivent en province, par exemple, et qui se sous-estiment, c'est-à-dire qui vraiment ont un budget. Moi, j'ai vu des freelances seniors dans le web, back-end, par exemple, tu vois, sur des technos, je sais pas, du Python ou même enfin, tu vois, du PHP ou même du Node, sur des technos qui se vendent à la journée à 400 euros jour, tu vois, et qui ont l'impression que c'est un prix qui est énorme. Le problème, c'est qu'en fait, des seniors, un mec qui a 7 ou 8 ans d'XP dans du Node ou dans du Python, par exemple, en back-end, il vaut plutôt 650 par jour, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, si tu prends le critère du TJM dans ton matching, tu te prives de ces profils-là et tu n'éduques pas forcément ces profils. C'est qu'eux ne le sauront jamais. Et en plus, ils vont juger la plateforme Comet comme étant une plateforme de mauvaise qualité qui ne leur donne pas suffisamment d'expertise, d'opportunités. Et donc, c'est un problème. Donc, je pense que déjà, dans le poids de tes features, dans le poids de tes sélections, des critères de sélection, le TGM, ce n'est pas le plus important. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir ça un peu comme une gaussienne, tu vois. Donc, en gros, le pic, c'est évidemment le budget qu'a donné le client. Donc, on va favoriser les gens qui sont proches de ce budget, mais on va s'autoriser à explorer en fait des profils qui sont plus chers et des profils qui sont moins chers. Pour ces raisons-là, parce qu'en fait, dans les profils qui sont moins chers, tu peux quand même trouver des pépites. Après, il faut comprendre un truc. Dans la relation commerciale du prix, ça en dit beaucoup. Et j'avais un collègue qui est notre directeur des opérations qui répète une phrase souvent qui dit « ce qui est gratuit n'a pas de valeur ». Ça semble être un pléonasme, mais en réalité, il a raison. Si toi, tu es un expert, que tu vas voir un client, que tu veux absolument bosser pour un client, tu lui dis « mais je suis tellement content de faire le projet que je t'offre ma compétence ».
il va te prendre pour une tanche, en fait. Il va te prendre pour une bille parce qu'il va se dire, un mec qui est bon, il offre pas, ça coûte cher. Un mec bon, ça coûte cher. Et donc, du coup, tout ça, c'est très compliqué. Si tu présentes un expert à un client qui est moins cher que son prix, bah, il n'y croit pas, en fait. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vois une maison hyper cool sur Internet à louer ou à acheter et qu'en fait, elle a un prix à 1000 euros, quoi. Tu vois, tu te dis qu'il y a une arnaque, que c'est pas forcément ce que tu cherches. Donc, en fait, c'est des questions assez compliquées. On a fait beaucoup de tests là-dessus, au niveau du produit, sur la présentation du freelance, sur la réconciliation, sur le matching. Et au final, nous, sur le matching, on a créé ce système, si tu as utilisé la plateforme récemment, de proposition. En fait, ça naît de ces discussions-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'autoriser à pinguer beaucoup plus de freelance que ce qu'on l'aurait fait avant avec un matching direct. Mais en échange, avant, les freelances, ils postulaient à une mission, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de discuter avec le client. Si le client a mis 600 euros par jour et que le freelance était à 700, bah, le freelance, il acceptait de commencer à discuter avec le client, mais à partir des 600 euros. Donc, il faisait un effort. Ça a été assez mal perçu par les freelances parce qu'ils avaient l'impression finalement qu'on tirait les prix vers le bas, ce qui n'était pas tout à fait notre ambition, qui était plutôt dû au fait que en fait, c'était le budget des clients qui était directement envoyé au freelance. Maintenant, ce qu'on fait pour réconcilier ça, c'est qu'on s'autorise à aller voir même des gens qui seraient mis potentiellement à 800 euros par jour. Mais on leur dit, si tu veux répondre à cette mission, il va falloir que tu fasses une proposition. Et c'est à toi de donner le prix auquel tu es prêt à travailler, en fait, avant que le client puisse prendre une décision. Ce qui permet de réconcilier un peu mieux, en fait, ces écarts qu'il pourrait y avoir entre le prix du freelance, le prix du client, quoi. Donc, on essaye, hein, c'est pas tout parfait. Hein. Mais le freelance doit quand même on va dire, faire un paragraphe d'introduction ou peut-être se prévendre, si je puis dire, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous avec le client. Ouais, on le fait parce que en fait, on s'aperçoit que le problème existe aussi dans l'autre sens. Nous, notre position à Comet, c'est d'être assez fair, c'est-à-dire on se voit pas comme un intermédiaire, on aimerait se voir comme un tiers de confiance, tu vois. Et donc du coup, ce qu'il faudrait pas, c'est que le freelance, comme il connaît le budget du client, bah, il essaye de négocier à la hausse. Donc ce qu'on essaye de faire dans cette proposition qui risque encore d'évoluer parce que le problème, comme tu as compris, est assez complexe, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on offre la possibilité au freelance d'expliquer pourquoi son TJM est plus haut, d'expliquer en fait son choix. Donc en fait, nous, on a tourné ça comme comment on appelle ça, une lettre de motivation, en fait, si tu veux, qui est beaucoup plus allégée que le format d'une lettre de motivation. C'est 3-4 lignes hein, qu'on demande. Et c'est plutôt de permettre aux freelances d'expliquer en fait pourquoi il est bien placé pour faire la mission, quelles sont ses compétences. Et si son TJM est plus haut que le TJM du client, comment il peut convaincre le client, comme il le ferait naturellement dans la vraie vie, comment il peut convaincre le client en fait de lui donner au moins la chance d'avoir un entretien et d'en discuter plus amplement, quoi. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous évaluez les soft skills? Tu me disais tout à l'heure que c'était une partie qui était très importante pour faire du matching. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer ça? Aujourd'hui, je te dis la vérité, on a testé des trucs dans le passé. Mais pour qu'est-ce que vous avez testé? On a testé une boîte qui s'appelle Assess First. Alors, on l'a testé sur des petits sets de freelance. Assess First, c'est une société assez connue qui fait des tests de personnalité, entre guillemets, si tu veux. On l'a testé sur des petits sets de freelance pour voir si c'est quelque chose qu'on voulait généraliser ou pas. Et c'est vrai que Assess First te donne des rapports extrêmement précis. Le problème, c'est que c'est gourmand en temps. Et quand un freelance postule, il n'a pas envie de passer un test de personnalité, tu vois. Donc, en gros, c'est assez compliqué d'avoir la data suffisante, de trouver la bonne manière d'aller choper cette data. Aujourd'hui, si tu veux, le truc qui est en prod, c'est que si tu veux, il y a des humains chez Comet qui supervisent en fait la gestion des matchs qui sont faits par la machine. Et en général, ils appellent les freelances, ceux qui connaissent pas. Et finalement, tu vois, on a une espèce dans un CRM interne, on va garder une grosse compétence qui est basée sur des observations humaines. C'est pas parfait parce qu'on a encore ce filtre humain qui peut être biaisé, même si en fait, on fait très attention à être le moins biaisé possible. On sait qu'on est quand même quelque part un peu biaisé dans cette sélection. En général, c'est pas une sélection, c'est plutôt une orientation d'ailleurs, parce que nos commerciaux, ils connaissent en fait les clients. Donc, ils vont savoir sur quoi le client peut être le plus sensible. Donc, ils vont maximiser les freelances qui ont une chance d'aller plus loin avec ce client. Je parle que de la partie soft skills, hein, évidemment. C'est pas un filtre,
si tu veux, tu vois, mais si tu veux, ils supervisent en fait la rencontre entre le client et les freelances et ils vont essayer en fait d'aligner le plus possible les soft skills. Ça, c'est un travail humain de qualité qu'on amène. Notre ambition, c'est pas forcément de le remplacer à terme, ce travail-là, parce que je pense que il y a beaucoup de freelances qui aiment bien ce côté humain, en fait, dans le contact avec Comet. Et c'est vrai que nous, on est une boîte assez humaine, finalement. Donc, on n'a pas forcément envie de dégrader ce côté. En revanche, on pourrait au moins orienter de manière un peu automatique, on pourrait préfiltrer, en fait, si tu veux, ces choix-là. Par exemple, en disant aux freelance, bah, tu vois, ça, c'est un environnement d'entreprise. Je parlais de ça au tout début de notre entretien, mais je parlais de la culture d'équipe. La culture d'équipe, c'est des valeurs, c'est beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, bah, quand tu es freelance, il n'y a pas de raison que tu sois pas toi non plus bah, sujet, tu vois, à ça. Souvent, on dit que quand tu crées des valeurs d'entreprise, tu le fais pour être inclusif envers une certaine catégorie de personnes, mais aussi exclusif. C'est-à-dire que les gens qui viennent postuler dans ta boîte, bah, s'ils sentent qu'ils sont pas bien, bah, en fait, c'est aussi le métier des valeurs, quoi. Tu vois, c'est de définir un peu un cadre tacite, si tu veux, une règle, tu vois, de comment on bosse ensemble. Les freelances, pour moi, ils doivent bénéficier des mêmes choses. Quand tu es freelance, c'est pas parce que tu es freelance et que tu vas peut-être bosser que 3 ou 4 mois que tu as envie de bosser avec des gens avec qui, en fait, tu t'entends pas du tout, quoi. Donc, du coup, bah, on aimerait pouvoir, tu vois, avoir une présélection. On va travailler dessus, ça, c'est sûr, quoi. Donc, du coup, tu disais un des plus gros challenges, c'est de faire ce matching. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus dur, même si c'est pas vraiment comparable ce que je vais dire, mais est-ce que c'est plus dur d'acquérir des freelances ou d'acquérir des clients? Alors ça, c'est un peu le propre de toutes les marketplaces. Finalement, le métier de la marketplace, c'est d'aligner ce qu'on appelle de la supply et de la demande. Alors, si tu vends des bougies sur Internet, bah, la supply, ça va être le nombre de bougies que tu es capable de fabriquer. Et puis ta demande, c'est les gens qui sont chauds pour acheter des bougies. Nous, évidemment, on ne compare pas les freelances à des bougies, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a une notion humaine qui est beaucoup plus forte. Mais tu vois, d'avoir ce groupe de freelance, de leur trouver du travail, dans l'histoire de Comet, on est passé. Il y a toujours un côté qui est en tension, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Parfois, c'est les missions qui manquent. D'autres fois, c'est les freelances qui vont manquer. Et en fait, les valeurs un peu vanity d'avoir une communauté qui est grande ne te donnent pas forcément une communauté qui est très alignée. Donc, le gros métier de Comet, en amont, dans l'acquisition des freelances et des missions, c'est d'aligner, en fait, si tu veux, les missions avec les freelances. Donc, la question que tu poses, je peux pas te donner la recette magique. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver les missions que les freelances, ce qui est assez antinomique. Mais je dirais qu'en fait, c'est pas un problème qui va rester tel quel. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a des. Encore que ce que je te dis n'est pas forcément tout à fait vrai, mais c'est plus compliqué que juste c'est des missions ou c'est des freelances. C'est juste que tu as plusieurs façons de voir la chose. Soit tu vas chercher des missions en fonction des freelances que tu as dans la communauté, mais ça voudrait dire que tu vas vendre tes freelances un peu comme si c'était un petit morceau de pain, tu vois, ce que font certaines sociétés de services, où elles vont envoyer des mailings en masse à leurs clients en leur disant, bah, regardez, j'ai 12 profils je sais pas, data engineer, si vous les cherchez, ils sont là, c'est le moment, recrutez-les, je vous fais moins 50%. Enfin, tu vois, l'espèce de boucherie dans laquelle on ne veut pas tomber, c'est pas du tout ce qu'on vise. Et donc, du coup, bah, tu as ce côté-là, mais d'un autre côté, si tu fais pas ça, bah, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher des missions qui sont précises et en face. Et quand tu es une jeune boîte qui débute, bah, d'être un peu difficile, on va dire, sur les missions que tu laisses rentrer, c'est pas toujours évident. Pareil, nous, notre communauté, à l'heure où je te parle, elle dépasse les 7000 individus. Dans les 7000 individus, on n'a pas une mission type, on en a beaucoup. Donc nous, on travaille avec notre équipe data en interne, dans la partie un peu business intelligence, on fait des clusters de missions type et de groupes de freelance type, et on essaye de voir comment sont remplis ces clusters. Est-ce que dans ces missions type, on a suffisamment de freelance en face ou pas? Et c'est là qu'on va essayer d'activer un peu d'acquisition, essayer d'aller trouver des freelances sur Internet, dans certains réseaux, etc., pour savoir s'ils sont intéressés pour faire des missions chez nous, ou l'inverse, quoi, ou aller chercher des missions adaptées. Mais je dirais que c'est une énergie qui est considérable et qui est continue. Tu as toujours un problème de demande et de supply, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, cette question, elle peut très vite passer d'un mois à l'autre. Le problème, c'est les freelances, le problème, c'est les missions. Et puis, en plus, si tu parles des développeurs,
bah, tu vois, dans le métier de développeur, tu as des développeurs back-end, tu as des développeurs front-end, tu as toutes les technos qui existent. En fait, en fonction des technos, bah, c'est pas forcément un problème de demande ou de supply, tu vois. Ça peut s'inverser d'une verticale à une autre assez vite, quoi. Est-ce que vous avez une typologie particulière de mission et par mission, j'entends de type de client derrière qui se cache derrière ces missions. Est-ce que généralement, c'est des grands groupes? Vous avez aussi des jeunes startups qui viennent voir Comet, qui vous disent ben voilà, on cherche tel profil, est-ce que vous pouvez nous aider? Ouais, nous, on va viser plutôt les grands groupes, pour être honnête. On va viser les grands groupes pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous, ce qu'on cherche, notre mission auprès de la communauté, c'est de sécuriser des freelances, c'est de sécuriser des indépendants. Donc, les grands groupes, déjà, en général, n'ont pas de problème de paiement. Ils ont des missions qui sont plus longues. Dans des cadres, c'est un peu plus sérieux, c'est plus défini. Et c'est, voilà, en général, si tu es capable d'offrir à des freelances, quand tu es freelance, tu vas chercher des missions. Si tu trouves une mission de 4 ou 5 mois, tu as déjà fait la moitié de ton année quasiment, tu vois. C'est plus sécurisant que si tu trouves une mission de 3 semaines. Et en général, les startups, c'est plutôt des missions de 3 semaines. Ils ont moins de budget, moins de prix. Donc, en fait, ils vont être beaucoup plus regardants sur les TJM. Ils ont une notion, ils ont une façon de tordre un peu le marché. Et nous, c'est pas forcément dans notre devoir, dans notre mission qu'on se pose auprès des freelances, c'est pas forcément ces missions-là qu'on voudrait privilégier. Après, c'est souvent rafraîchissant. Il y a des startups qui ont des super missions. Et donc, on essaye d'avoir je dirais, tu vois, un cut. On essaye de privilégier les grands groupes, mais on n'interdit pas aux startups de poser des missions. On est juste plus vigilant par rapport au financement et à ce genre de choses, quoi, pour éviter le fameux coup où, en gros, tu bosses pour une boîte qui fait faillite et t'es jamais payé, quoi, tu vois. Donc, en général, la Comet, si ça arrive, va payer le freelance, mais nous, ça nous amuse pas du tout, tu vois. Je, je comprends bien, ouais. Du coup, ces grosses boîtes, comment vous faites pour les acquérir, pour avoir la vision sur les missions qu'ils ont en interne? Parce que j'imagine que qui dit grosse société dit peut-être process complexe et peut-être aussi, je sais que par exemple, il y a Enedis, parce que je suis à Lyon, et Enedis Ouais. ne passe que par certaines grosses boîtes de prestats qui sont référencés chez eux, et donc il y a tout un système de référencement. Est-ce que Ouais. vous aussi, du coup, vous êtes obligé de passer Ouais. par des process compliqués comme ça? Absolument. Et c'est un travail, mais colossal, de contractualisation. Et en effet, la mission de Comet auprès des freelances, c'est d'amener cette capacité. Parce qu'en fait, ce qui est assez, c'est beau dans les deux sens, dans le sens où, imagine, je sais pas, une société comme, je sais pas, allez, admettons la Société Générale, qui a des applications bancaires, qui chercherait un développeur mobile. En fait, elle a peu de solutions. Enfin, elle a beaucoup de solutions, on va dire, mais pour aller embaucher un indépendant direct, elle a assez peu de solutions parce que ses process achats en interne sont très compliqués. Et surtout, elle peut pas travailler avec n'importe qui. Il faut qu'elle aille avoir dans le cahier des achats, il faut que ce soit une société qui soit référencée. Donc là où Comet s'installe, c'est que nous, notre première démarche, si tu veux, c'est de se faire référencer dans ces groupes-là pour que les managers en interne puissent déjà passer la commande, on va dire. Ça, c'est déjà un travail très compliqué parce qu'il y a une notion administrative légale qui est très complexe. Donc ça prend pas mal, déjà des mois et des mois pour arriver là. Ensuite, ça suffit pas parce que maintenant que tu es référencé, tu as ton nom dans un grand livre, on va dire. Ça veut pas dire que tu vois quelqu'un va poser une mission sur ta plateforme. Donc, il y a un travail commercial de fourmi en fait derrière, d'aller discuter avec des managers, d'aller connaître, comprendre. Mais ça, je dirais que c'est un peu le propre d'une équipe commerciale. Donc nous, on a une équipe commerciale qui est assez grosse à Comet et dont le métier, c'est ça, c'est strictement d'aller se démener pour aller dans les grands comptes, discuter avec les managers, comprendre quels vont être les besoins, tu vois, les recontacter, prendre les missions, les aider à les déposer, les aider à les spécifier pour qu'elles soient mieux comprises par les freelances. Enfin, tout ça, c'est une chaîne, tu vois, qui est très compliquée. Et demain, si on se dit qu'on voudrait travailler avec une société partenaire grand compte, entre le moment où on te dit qu'on a envie de bosser avec eux et le moment où ça se fait, si ça se fait, il peut se passer jusqu'à peut-être 6 mois, en fait, entre les premières discussions et les premières missions qui sont déposées. Donc, c'est très, très compliqué parce que c'est un environnement qui est
légalement, en termes de conformité et tout, c'est extrêmement complexe. Et ça, c'est du temps, de la patience, un peu de talent de nos équipes aussi. Mais ouais, c'est un process commercial pur. Ouais, c'est vrai qu'en tant que freelance, on n'a pas du tout cette vision de la complexité que vous avez à gérer de votre côté. Moi, je sais qu'un jour, j'avais été repéré ou j'avais postulé, je ne sais plus, pour une mission, c'était pour la Poste, et c'était pour gérer tous les process de CI et de CD, donc d'intégration continue, de toutes les apps de banking de la Poste, je crois. Donc une super mission avec un TGM incroyable, etc. Sauf que comme j'étais freelance et que j'étais indépendant, on va dire, il n'y avait aucune boîte qui pouvait me référencer. Et malgré qu'il y ait eu ce matching, puisque mon profil leur convenait au client final, ça n'a pas pu se faire finalement, quoi. Bah ouais, et ça les freelances sans doute assez peu finalement. Enfin, pas tous, hein, mais la plupart. Mais c'est vrai que c'est des cas qui arrivent très souvent. Alors, nous, en fait, nous, ça nous arrive moins parce que ça, c'est pas une mission que tu as dû trouver sur Comet, si? Non. Parce que nous, en général, je pense pas. Ouais. Parce qu'en général, les missions, il y a eu plusieurs comètes, hein, parce qu'entre le comète d'il y a 3 ans et le comète qu'on a aujourd'hui en 2020, on a beaucoup évolué sur nos process et tout, mais c'est des couacs qu'on a pu rencontrer. Mais en général, quand on pose une mission, elle est discutée, elle est réaliste, elle existe vraiment, c'est pas du scam, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que tu pourrais avoir un client demain qui te croise dans la rue ou à un bar qui dit attends, t'es data engineer ou je ne sais quoi, ou même DevOps, tu voudrais venir bosser sur notre CI/CD là-dessus, et enfin à la Poste ou je ne sais où, dans un grand compte. Entre la décision humaine de se dire mais c'est la bonne personne qu'il faut et la possibilité légale de le faire, il y a un gap énorme. C'est pour ça que le Comet, il y a un travail qui est colossal pour chaque client de négociation en amont de contrat, d'aspect juridique pour garantir aussi au grand groupe que lui, il est safe, tu vois, qu'il ne va pas embaucher n'importe quel freelance parce que tu vois, il y a une notion de confiance qui est énorme. Les grands groupes, ils sont aussi la cible d'énormément d'attaques, de trucs comme ça. Donc en fait, ils ont des process complexes mais qui sont à la hauteur des enjeux qu'ils ont eux aussi. Donc nous, en fait, là-dedans, ce qu'on est, c'est finalement une super coquille légale, administrative pour les indépendants qui puissent, en fait, tu vois, profiter de ces référencements et trouver des missions. Mais en effet, c'est pas évident et ça demande des mois et des mois de discussion. Je pense qu'une des plus grosses réussites de Comet, de mon point de vue de freelance, c'est la communauté que vous avez réussi à créer et à fédérer sur Slack, notamment. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que déjà, il y avait beaucoup d'échanges. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir une problématique. Je sais que l'année dernière, par exemple, j'ai passé le seuil de TVA en micro-entrepreneur. Et donc, c'est une galère, on ne sait pas trop comment on doit facturer, parce qu'on doit facturer la TVA avant de la facturer pas. Enfin, bref, il y a plein de questions qui se posent. Et souvent, je ne trouve pas une réponse très claire sur Google. Du coup, je vais demander à d'autres freelances qui ont vécu la chose. Et ça permet d'avoir des réponses qui viennent de l'expérience, dont on a une certaine confiance, si je puis dire, envers les retours qu'on peut avoir et les retours d'expérience. Donc, c'est super intéressant. Et j'ai une question, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous gérez les retours produits que vous avez, comment est-ce que vous les priorisez, comment est-ce que vous gérez ce matching entre les retours des freelances sur la plateforme et leur développement? C'est une bonne question et honnêtement, je dirais que ces retours, en fait, on va les prioriser par rapport à... On va d'abord les comparer à notre roadmap, ce qu'on avait envie de faire. Il y a une phrase de notre Head of Product qui dit tu peux demander 1000 fois à ton utilisateur les fonctionnalités que tu voudrais dans ton produit. Je suis pas sûr que lui sache vraiment que lui, l'utilisateur, soit vraiment conscient va te donner en fait les bonnes fonctionnalités. Chacun a ses petits besoins, ses petites envies. Donc en fait, nous, on essaye de constituer une vision. Déjà, il y a les fonctionnalités sur lesquelles on n'ira pas. Tu vois, on a un peu parlé un peu des mécaniques de présentation du TJM, de ces choses-là. C'est toujours plus complexe que ça en a l'air quand tu le regardes d'un point de vue d'utilisateur. Donc déjà, nous, on essaie d'avoir une vision assez complète en discutant beaucoup en interne, en se forgeant une conviction sur des sujets. Donc on sait déjà qu'il y a des domaines sur lesquels on n'ira pas
et d'autres sur lesquels on ne sait pas trop s'il faut faire le pas ou quoi. Les retours qu'on a, ils sont assez nombreux. S'ils tombent dans la verticale du domaine, entre guillemets, dans lequel on ne veut pas aller, on les abandonnera, en fait, ces retours. Il n'y a pas de discussion, on est fidèle à notre vision. En revanche, pour le reste, on va essayer de compiler, on les compile, on essaye de regarder le poids qu'ils ont, on essaye de regarder aussi en interne, on a une espèce de matrice de priorisation basée sur l'impact que potentiellement ça pourrait avoir dans le produit et le coût de développement qu'il y a derrière. Parce que parfois, il y a des projets qui ont, disons, peu d'impact dans le produit, mais qui ont un faible coût de développement. Donc dans ce cas-là, c'est OK de les prioriser, on va dire, par rapport à des sujets qui ont un faible impact, mais un très gros coût de développement que tu voudrais presque abandonner. Tu vois, en fait, c'est cette fameuse matrice de priorisation entre l'impact que tu peux donner à ton produit et le coût, tu vois, technique. Est-ce que vous avez remarqué des patterns au niveau des freelances qui réussissent le plus sur la plateforme? Qu'est-ce que tu entends par pattern? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des freelances qui ont tendance à plus réussir que d'autres? Et si oui, est-ce que vous savez pourquoi, de votre côté, par rapport aux données que vous pouvez avoir au niveau de l'onboarding? Est-ce que vous dites, voilà, ok, ce freelance-là, ou peut-être la techno là, elle est plus recherchée aujourd'hui, ou je sais pas, peut-être par rapport aussi aux notes de personnalité, comme tu disais, des soft skills. Est-ce que vous avez vu certaines qualités qui étaient, on va dire, récompensées d'une certaine manière par les clients qui choisissaient plus ou moins, qui choisissaient certains types de prestataires plutôt que d'autres? Ouais, alors sur la partie soft skills, pas vraiment, parce que moi je te dirais, ça c'est mon observation, c'est pas très scientifique, mais mon observation c'est que il n'y a pas de soft skills parfait, quoi, en fait. Hein. Tu peux être introverti et ça plaît à quelqu'un en face, tu peux être extraverti puis ça plaît à quelqu'un d'autre. Donc en gros, on n'a pas vraiment fait ni d'études ni d'observations concluantes, on va dire, sur la partie soft skills, qui reste pour moi encore très humain et en fait, c'est comme de dire il y a un caractère parfait, tu vois, c'est assez difficile à définir. Donc sur la partie soft skills, pas vraiment. Sur la partie hard skills, effectivement, nous, on a on a beaucoup de missions qui reflètent un peu le marché du dev en ce moment. Le marché du dev, c'est des technos très mainstream, un peu comme du JavaScript, ces technos-là qui représentent une très grosse portion de nos missions. Je crois que c'est plus de 40%. Tu vois, des missions qui sont... Le JavaScript? Ouais. C'est des données qui sont pas fraîches. Hein. C'est des données que j'avais en tête il y a quelques mois, donc ça a peut-être évolué récemment. Mais en gros, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que quasiment plus d'une mission sur 3 qui était déposée, c'était dans des technos de JS, quoi. Et donc forcément, ces freelances-là, ils sont plus successful que les autres. Moi, je voudrais juste revenir sur la notion de ce qu'on appelle successful, parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper, surtout quand on est indépendant. Le succès, c'est pas forcément un nombre de missions ou un budget, en fait, tu vois, par freelance. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui commencent dans leur vie de freelance et qui vont avoir le premier problème, c'est d'être rentable. C'est de dire, je voudrais gagner, alors je sais pas, ça peut être formalisé de plein de façons différentes, mais la façon la plus rapide de le faire, c'est de dire, moi j'avais 60 000 euros bruts annuels, je voudrais gagner au moins ça dans ma première ou dans ma deuxième année de freelance. Mais ça, c'est une vision qui est très monétaire du succès. Je pense qu'un freelance qui est... Évidemment, il faut pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Mais je pense qu'on ne peut pas définir le succès d'un freelance. Et je pense que c'est une erreur de beaucoup de jeunes freelances de schématiser finalement le succès à un revenu. Je pense que il y a beaucoup de freelances qui oublient une chose que t'as pas. C'est un problème que tu n'as pas quand tu es salarié, c'est la notion d'apprentissage, c'est la notion d'évolution dans ta carrière. Le problème d'un freelance qui serait freelance iOS, comme nous deux, on a pu l'être, ou toi, tu peux l'être encore, c'est que quand tu réduis ta carrière à un skills et à un budget, au final, tu vas passer 10 ans à être dev iOS, la techno va vieillir, toi, tu seras très bon, mais en fait, tu vas pas passer à autre chose, tu n'auras pas senti le bon moment, tu n'auras pas senti l'opportunité, et je pense qu'une carrière, tu peux pas la réduire et la figer, tu vois, à un skill et à un revenu annuel. Donc, je suis assez frileux par rapport à la notion de succès, surtout des indépendants, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus. Tu parlais notamment de notre Slack. Je pense que notre Slack, il a une vertu qui est énorme de pouvoir guider les gens quand ils ont des problématiques
tu vois, mécaniques ou techniques dans leur projet ou dans leur carrière. Mais il a une autre vertu, c'est qu'il permet à des freelances de se connecter à la manière où, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu quand on l'a conçu, ce Slack, cette communauté, c'est qu'il permet aussi à des freelances de se connecter un peu comme toi, comme un salarié se connecterait avec ses collègues. Et finalement, c'est de toutes ces discussions un peu humaines que vont naître en fait des projets perso, que vont naître des ambitions sur des technos qui sont émergentes. Moi, tu sais, j'étais freelance mobile. Comment j'ai commencé à faire du mobile? C'est quand je bossais chez Thales. Et c'est à l'époque où Apple a sorti son SDK, tu vois, c'était en 2008 ou 2009. Moi, à la base, mon métier, je travaillais sur des outils de supervision applicatif et sécurité chez Thales. Et en fait, je codais le midi à ma pause déj avec mes collègues sur le SDK de iOS, en fait. Et c'est devenu ma carrière pour au moins 7 ou 8 ans après, quoi. Mais tu vois, c'est né d'une discussion informelle entre des collègues. Et je pense que, en tout cas, la manière dont nous, on a voulu le concevoir, ce Slack, c'est aussi un moyen pour des freelances de pas trop se perdre, en fait, si tu veux, se perdre socialement, de s'enterrer dans une compétence qu'on sait faire, de répéter tout ce qu'on sait et de jamais prendre de risques et de s'endormir. Il y a des freelances qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils font pour trouver Comet aujourd'hui? Comet, c'est disponible sur comet.co. Ils peuvent aussi m'envoyer un mail sur arnaud@comet.co. Je suis long, mais je réponds à tous les mails. Et puis, sinon, qu'ils viennent sur le site, qu'ils s'inscrivent dans la communauté. Ils peuvent directement s'inscrire sur le Slack, avoir accès, poser leurs questions, venir. Si c'est pas moi, il y a forcément quelqu'un de Comet qui viendra leur répondre. Et puis voilà, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas, venez, on est sympa, quoi. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.